Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc pour notre sixième vidéo autour du rêve et de l'approche centrée sur la personne. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager des choses autour de cette expérience du rêve et de son accompagnement, si je puis dire, parce que j'ai été sensibilisée au rêve tout d'abord très jeune, j'avais des cauchemars, voilà. Donc je me suis assez rapidement questionnée sur le sens qu'avait tout ça pour moi. Et puis, lors de ma formation avec Carl Rogers, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes très importantes dans l'équipe, qui étaient Anna Lifat et Maria Villas-Bowen, qui faisait partie du staff de la formation. Et là, j'ai vraiment compris quelque chose dans l'accompagnement du rêve euh, et très intéressée par cette démarche. Donc, j'ai approfondi ce thème depuis, donc, j'ai envie de dire, depuis plus de 25 ans que je travaille cette dimension qu'est le rêve. Alors, je voudrais dire deux ou trois petites choses. Tout d'abord, genre définition, définition, genre petite phrase autour du rêve de personnages qui ont compté pour moi. Alors, Rogers n'a pas beaucoup parlé de l'approche des rêves, mais il avait dans son équipe deux personnes qui s'en occupaient. Donc, je pense que ça nous donne, j'ai envie de dire, le feu vert pour accompagner les rêves dans cette approche. Mais bien sûr, les maîtres dans ce domaine particulièrement de la psychologie, furent Freud, qui a eu une dimension, on pourrait dire, déterministe, causaliste de l'approche du rêve, et puis son proche collaborateur, ou d'aucuns l'ont considéré comme son fils spirituel avant que la fracture se passe entre les deux, c'est bien sûr Carl Gustav Jung qui, se, qui s'est vraiment intéressé à ce domaine et qui a ouvert d'autres portes concernant l'approche du rêve, d'autres portes que celle déterministe de Freud. On pourrait dire que Jung a une approche finaliste, c'est-à-dire que le rêve ne peut pas s'enfermer dans une explication fut-elle très bonne, hein. On ne rejette pas les propos, il ne rejette pas les propos de Freud, mais il dit c'est pas suffisant et il l'argumente par beaucoup de, de, de recherches qu'il a fait, beaucoup de il a creusé les symboles, un certain nombre de choses qui, si vous intéressent, vous pouvez bien sûr lisez Ma vie, pas la mienne, mais celle de Jung, et vous aurez vraiment un panel de ses positions autour du rêve. Mon objet n'est pas ici de parler de Jung, mais je m'en inspire très fortement, puisque euh, pour moi, ça a été non pas le corpus, parce que le corpus pour moi reste rogerien, c'est-à-dire centré sur la personne, mais il permet, cette approche jungienne permet de garder toujours un peu ouvert cette dimension, afin de rester dans une sorte de finalité du rêve et non pas dans une explication du rêve. Donc je voudrais vous lire hein, ce que Jung écrivait autour du rêve. Par le rêve, nous pénétrons dans l'être humain au plus profond, plus vrai, plus général, plus durable, et qui plonge encore dans le clair-obscur de la nuit originelle, où il était un tout et où le tout était en lui. Voilà. C'est très, très symbolique, très. Vous savez que Jung fut considéré comme quelqu'un d'ésotérique. Ça commence un petit peu à changer, mais c'était assez prégnant chez lui. Cette question, au fond, de la spiritualité. Donc,
faisant un peu le mixte entre l'approche centrée sur la personne et la dimension du rêve chez Jung, je vous propose aujourd'hui un certain nombre de points que je vais vous offrir en réflexion. Il n'est pas ici, je ne veux pas vous donner, par exemple, toutes les techniques, entre guillemets, de compréhension du rêve, mais éventuellement une prochaine vidéo, mais je ne pense pas, parce que vous avez, si vous continuez à approfondir les attitudes nécessaires et suffisantes de Rogers, vous aurez déjà un certain nombre d'outils pour travailler le rêve. Alors, en regard de tout ça, je dirais un certain nombre de choses. Le premier, c'est que le rêve est une anticipation. Ça, c'est très important. Une anticipation, on pourrait dire prémonitoire, mais il est chargé d'un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui prêtent à confusion, mais le rêve est d'une certaine façon prémonitoire, c'est-à-dire qu'il nous informe sur un certain nombre d'éléments de notre psyché, de notre moi, qui, a priori, ne sont pas considérés dans la vie dite ordinaire, dans la vie diurne. Donc, le rêve, et c'est en droit de nous, c'est pas le voisin qui fait le rêve, c'est bien moi, donc c'est un endroit de moi qui me renseigne sur un certain nombre d'éléments qui sont encore à creuser, qui sont encore à contacter même, parce que le rêve nous dit souvent des choses qui nous sortent par les yeux et par les oreilles, donc on a encore du mal d'approcher au fond ces dimensions de nous-mêmes. Donc le rêve anticipation, le rêve prémonitoire, on pourrait dire que le symbole ici, c'est-à-dire les personnages, les éléments, enfin tout ce qui fait le contexte du rêve, ont tous une valeur, on pourrait dire, de parabole. Et comme dans ce qui était considéré dans la Bible, dans les images qui sont utilisées, les paraboles, eh bien, le rêve ne dissimule pas, ce qui oppose, bien sûr, la position freudienne. Le rêve ne dissimule pas, il ne cache rien, au contraire, il enseigne. Donc ça, déjà, c'est très important. C'est très important dans la conception que nous avons de la personne. Souvenez-vous, si vous avez regardé la cassette numéro, je ne sais plus, 4, sur les généralités de la relation d'aide, sur les concepts, la personne est en devenir. Donc on pourrait dire que le domaine du rêve, son activité autour du rêve, est un élément aussi important, je dirais, que les expériences qu'elle mène tous les jours et qui la confrontent, les relations qui sont difficiles avec les uns et les autres, qui la confrontent, et avec lesquelles nous avons souvent qu'un éclairage très limité, c'est l'éclairage du moi, qui, pour de multiples raisons, n'est pas toujours prêt à entendre, au fond, ce que nous avons à nous dire. Donc, le rêve, la dimension symbolique du rêve, nous renseigne sur, au fond, quel complément nous allons pouvoir jouer, quel complément nous allons pouvoir donner à la conscience du moi pour nous développer encore un peu plus. Voilà, donc le rêve n'est pas un élément isolé. Je suis toujours effrayée de voir des personnes qui considèrent le rêve comme un élément, un objet. Le rêve n'est pas un objet, le rêve est un élément subjectif de la personne. Et nous ne pouvons pas dire les rêves et moi. C'est comme tous ceux et toutes celles qui disent le corps et moi. Non, nous sommes véritablement un tout, et ce domaine particulier, cette expérience particulière, parce que nous savons que c'est une expérience, le rêve, dès que nous nous éveillons, que nous tenons le fil d'un rêve et que nous allons nous le raconter,
Eh bien, c'est une expérience. Nous allons le rendre vivant, c'est-à-dire déjà, il entre dans notre domaine de l'expérience subjective. Donc, euh, le rêve entre bien dans le domaine de notre développement. Nous sommes d'accord. Il est créé, il est transcendé et il est symbolisé, on pourrait dire, grâce à la tendance actualisante, c'est-à-dire grâce à cette pulsion de vie en nous qui continue, le jour comme la nuit, hein, à œuvrer. Donc, tendance actualisante, c'est-à-dire qui demande à s'actualiser. Voilà, donc on pourrait dire que le rêve a une nature d'équilibre, de compensation entre conscient et inconscient. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très, euh, très apeuré vis-à-vis de vous, si vous avez une mauvaise considération de vous, si à certains moments, on voit, dans cette dimension-là, on voit des personnes qui ont des rêves de puissance, voire même d'ego surdimensionné. Hein. C'est-à-dire que le, l'inconscient va se débrouiller, au fond, pour nous envoyer un message euh, de rééquilibre. Hein. Donc, bien sûr, euh, ce n'est pas aussi simpliste que ça, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est une finalité, ça n'est pas une causalité. Mais il y a de cela. Hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux peut-être partir de quelque chose d'un peu simpliste pour ouvrir et se demander, mais au fond, qu'est-ce que tout ça veut bien vouloir me dire, hein. Donc le rêve, bien sûr, peut surprendre. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, oui, bon, les rêves ça m'intéresse, mais enfin, bon, je rêve des trucs, mais c'est fou, quoi. Hein, voilà. Ou alors, euh, les rêves, ça m'intéresse, mais j'aime pas ce que c'est. Je me suis réveillée en sursaut. Hein, c'est-à-dire que le rêve peut nous questionner, nous, et voire même nous faire peur, hein, nous surprendre et nous faire peur. Mais euh, il faut bien sûr euh, se mettre ça un petit peu dans l'esprit quand nous commençons à travailler les rêves. Nous avons intérêt à être dans l'accueil positif inconditionnel de nos rêves. Nous n'avons pas à juger. Hein. Qu'est-ce qui juge? C'est la conscience qui juge. Hein. Alors que nous sommes dans un autre domaine de nous-mêmes, donc l'élément jugement ne sert pas à grand-chose, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Dans le rêve, c'est particulièrement vrai. Hein. Donc, quelqu'un qui, ou quelqu'un qui vient vous voir en disant, oh là là, j'ai rêvé d'un truc, mais c'est complètement fou et c'est, ben voilà, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Oui, ok, on va voir. Hein, on va voir tranquillement qu'est-ce que ça peut vouloir vous renseigner sur le développement de votre être en ce moment. Alors, en ce moment, puisque le rêve est toujours euh, en lien assez fort avec la réalité vécue. Hein. C'est-à-dire que vous ne rêvez pas d'un rêve à n'importe quel moment. Vous rêvez souvent à un moment qui est plus ou moins très évident en lien avec votre conscience et la réalité du moment, l'expérience du moment. Hein. Alors, il y a des choses qui taraudent un peu, hein, c'est ce on appelle le rêve récurrent, c'est-à-dire que vous remettez le métier sur l'établi parce que vous n'avez pas considéré le rêve et vous n'avez pas transformé quelque chose dans votre expérience. Hein. Donc le rêve récurrent, Jung disait, c'est une lettre que le facteur vous envoie, que vous apporte, et que vous ne lisez pas. Hein, c'est-à-dire vous la posez là, et puis c'est tout. Hein. Vous vous réveillez un matin, vous dites, j'ai fait ce rêve, ou encore ce rêve, et puis c'est tout. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut s'en occuper. Alors, soit en entrant directement en s'immergeant dans la réalité de ce rêve-là, et en faisant le travail d'association nécessaire à ce rêve, soit
inconsciemment d'ailleurs aussi souvent, en changeant quelque chose de votre expérience de vie, en réajustant, j'ai envie de dire, votre âme. Hein. Donc le rêve récurrent, ben, bien sûr qu'on doit, on doit en prendre soin aussi, parce que c'est le seul moyen que nous nous trouvons, hein, puisqu'il s'agit de nous, pour regarder un peu ce qui se passe. Donc, le rêve et créativité aussi, vous avez des multitudes, il n'y a pas un rêve qui nous appartient, il y a vraiment des multitudes de symboles utilisés, des multitudes de couleurs, tout ça sont des multitudes de situations, tout ça sont des expériences très créatives, mais aussi, ne l'oubliez pas, très constructives. Hein. C'est-à-dire que vraiment, euh, rien n'est idiot et tout ça va permettre de donner sens à notre existence. Euh, je voudrais faire un tout petit, une petite parenthèse par rapport au cauchemar, parce que souvent on dit, voilà, j'ai eu un cauchemar, ça touche bien sûr ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'évaluation qu'on fait du rêve, mais le cauchemar, souvent, il y a deux choses. Il y a eu une connaissance du cauchemar d'un point de vue physiologique. On sait qu'à certains moments, certaines maladies euh, proposent des cauchemars, c'est-à-dire des fortes angoisses, des images souvent qui ne sont même pas vraiment palpables. Donc, le cauchemar, au fond, on ne s'en occupe pas vraiment dans la dynamique du rêve, tel qu'il est défini ici. Hein. Euh, il y a aussi le cauchemar qui est souvent confondu avec notre endormissement, hein, c'est-à-dire dans le cycle du sommeil, il y a plusieurs phases, hein, endormissement, sommeil profond et sommeil paradoxal, où là sont mis les rêves, c'est-à-dire à ce moment-là que nous rêvons, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et dans la phase d'endormissement, il y a, juste avant le sommeil profond, il y a une espèce de chute souvent de, de conscience, on commence à se relaxer, et là vraiment, j'ai presque envie de dire, le moi se défend un peu contre l'endormissement, et là vous vous réveillez en sursaut en disant ah, j'ai rêvé que je tombais. Hein. Ben oui, vous tombiez dans le sommeil. Hein. Donc ça n'est pas à proprement parler un rêve. Pour qu'il y ait un rêve, il faut tout d'abord que nous soyons dans cette phase qui est appelée sommeil paradoxal. Donc c'est une phase étudiée très clairement dans beaucoup d'endroits, mais en France c'est Michel Jouvet qui est vraiment le top, le maître autour de l'étude du sommeil. Et dans cette phase dite paradoxale, eh bien, c'est paradoxal pourquoi? Eh bien, parce que tout notre corps est dans un état, on pourrait presque dire, de relaxation profonde, voire d'hypnose, hein, c'est-à-dire que vraiment rien ne travaille, sauf les paupières qui souvent bougent et nos organes génitaux. Hein. Euh, voilà. Et bizarrement, hein, on a noté qu'en faisant des électroencéphalogrammes, eh bien, le cerveau fonctionne à fond la caisse, hein, comme quand vous êtes en activité diurne. Pardon. Donc, c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que vous êtes complètement endormi, complètement reposé, et en même temps, votre cerveau fonctionne, et il fonctionne souvent parce que vous êtes en train de rêver. Hein. Donc, c'est un moment très important pour le rêve, puisque nous rêvons tous, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de personne qui ne rêve pas. Nous rêvons tous. Nous ne nous en souvenons pas toujours. C'est là souvent la problématique d'un certain nombre de personnes. Bon, il y a toujours de bonnes raisons pour qu'on ne s'en souvienne pas, mais il y a aussi, bon, ben, on ne s'en souvient pas. Mais en revanche, le rêve, même si on ne travaille pas, même si on ne s'en souvient pas, intervient sur la régulation interne du corps. Euh, Vraiment, je vous invite à lire Michel Jouvet, vous verrez, et d'autres, vous verrez combien le rêve permet de récupérer un certain nombre d'acquis
d'apprentissage. Voilà, c'est pour ça que c'est si important que nous puissions dormir comme il faut. Parce que on a fait des études là-dessus. Les Russes avaient malheureusement cette affreuse chose d'embêter les personnes pour les faire avouer. Et entre autres, elles les réveillaient au cours du sommeil paradoxal. Hein, et on a même vu des personnes mourir parce qu'elles n'avaient pas ce moment de récupération. Hein. Donc, voyez combien c'est important. Donc, le cauchemar est autre chose, mais nous avons des rêves qui nous font peur. Eh bien, si nous avons des rêves qui nous font peur, eh bien, regardons-les avec gentillesse, avec accueil, et voyons qu'est-ce que ça va nous dire. Alors, je voudrais dire, alors les rêves qui font peur comme les rêves qui sont joyeux, hein, pour moi c'est la même chose, hein, c'est les deux aspects d'une même réalité qui est celle de la préoccupation de notre monde intérieur. Hein. On n'a pas, là aussi, dire que c'est joyeux ou triste, c'est encore y apporter un élément. En revanche, bien sûr, quand dans le rêve, on a des angoisses, ça peut exister. Hein, on peut, on peut être apeuré hein, dans le rêve. On peut faire quelque chose, par exemple, avec une très grande angoisse. Ça n'est pas du tout jugé. Hein, c'est dans le rêve, on est angoissé. Voire même, ça nous réveille. Hein, mais c'est un rêve, hein, c'est un cauchemar. Ça nous réveille, et souvent je dis aux personnes avec lesquelles je travaille, ça nous réveille parce que l'angoisse nous réveille parce que nous avons justement à nous préoccuper de quelque chose. Hein. Alors, à l'opposé, quand le rêve nous amène, le meilleur rêve qu'on puisse avoir, si je puis dire, c'est le rêve où il y a une sorte de jouissance, voire même une sorte de jouissance sexuelle. On a des rêves, je pense que vous connaissez ça, hein, c'est pas extraordinaire. On peut avoir des rêves où on fait l'amour, par exemple, et où on arrive à jouir véritablement, hein, physiquement, puisque je vous dis, les organes sexuels peuvent être en action pendant la période du rêve. Hein. Donc, c'est drôlement important hein, d'être dans une qualité intime euh, de, 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 de retrouvailles avec soi jusqu'à faire l'amour avec soi, ou en tout cas avec une autre partie de soi qui est représentée, ça va être votre travail quand vous allez le travailler, qui est représenté par un homme, une femme, quelqu'un d'autre, on verra. Hein. Mais ça, là aussi, il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Il faut pas. Je me souviens d'une personne qui était venue très embêtée un jour et qui m'avait dit, oh là, je suis embêtée, je dois être homosexuelle parce que j'ai rêvé que je faisais l'amour avec une femme et que j'en jouissais. Donc elle était très embêtée de découvrir ça, de découvrir des aspects homosexuels chez elle, puisqu'elle ne s'y attendait pas du tout. Alors, bien sûr, vous vous doutez que ça peut être ça, mais ça peut aussi dire beaucoup d'autres choses. Et dans le cas là, de cette personne, c'était d'autres choses. Hein. Donc, moi, je suis toujours ravie pour les personnes quand elles me disent qu'elles ont rêvé qu'elles faisaient l'amour et que ça se passait plutôt bien et qu'elles en jouissaient même. Donc, le cycle était vraiment complet autour des retrouvailles avec soi. Hein. Il n'y a rien de plus heureux que d'avoir cette fusion au fond des êtres jusqu'à en jouir. Voilà. Donc, et les choses les plus sombres aussi sont aussi à regarder. Alors bien sûr, pas avec la même extase, hein, mais quand même à s'en approcher. J'avais le souvenir d'une autre personne qui rêvait constamment, mais elle était ce qu'on appelle borderline, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment voilà, des difficultés psychologiques assez importantes. Et constamment, elle rêvait qu'elle avait des cerbères qui la déchiquetaient, c'était vraiment très, très fort chez elle. Et
bien sûr, on avait un petit peu de mal à approcher ça. Vous imaginez la grande angoisse qui était présente dans ce déchiquetage de l'être. Mais on a progressivement, tout doucement, réussi si je puis dire, amadouer ses cervères et elle a fait un très très beau parcours et je suis vraiment contente pour elle qu'elle ait pu dépasser elle est psychologue aujourd'hui, donc vous voyez que ça mène à tout. Voilà, donc ce que je... Alors il y a encore beaucoup d'autres choses. Si besoin, je referai une vidéo complémentaire. Mais ce que je voudrais dire pour terminer et réinsister sur l'approche centrée sur la personne, c'est-à-dire que quand on travaille avec quelqu'un qui a un rêve, on travaille d'abord avec ce quelqu'un. On ne travaille pas avec le rêve. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, vous êtes vraiment dans l'accompagnement de cette expérience du rêve. Vous allez voyager avec cette personne dans son rêve. Et puis, vous allez euh, voir comment elle, elle est dans ce rêve. Vous allez voir dans une qualité empathique, dans une qualité empathique profonde, puisque là, on est vraiment dans une expérience très subjective, très symbolique. Donc vraiment, approchez-vous de ce monde de l'autre. Et bien sûr, euh, dites-lui d'une certaine façon ce que vous entendez qu'elle dit sur cette expérience. C'est ce qu'on appelle les associations. Par exemple, j'ai rêvé de mon père. Eh bien, approchez-vous de l'expérience qu'elle a de son père ici, maintenant. Et vous allez voir qu'est-ce qui va s'associer autour de ce père. Et certainement qu'elle a besoin de se dire quelque chose autour de ce père, autour de la relation avec lui, autour de quelque chose qui lui a manqué, autour de quelque chose qu'elle voudrait rejoindre. Voilà. Tout ça va nous renseigner, va la renseigner sur son expérience relationnelle avec son père, par exemple. Donc, vous voyez, on peut aller tout doucement et au plus souple possible avec les attitudes fondamentales. Donc, accueil positif, sans condition. C'est pas parce que la personne rêve qu'elle vous tue, ça c'est encore une autre, que c'est une mauvaise personne. Donc, accueil positif inconditionnel, qualité empathique plus, allez donc comprendre de l'intérieur qu'est-ce que ce rêve dit, et puis congruence, parce que je crois que quelquefois, l'expérience que la personne a de ce rêve peut nous faire vivre des choses, et je crois que c'est important de transmettre, de dire, ah ben voilà, voilà. Il n'est pas question d'interpréter, mais s'il y a quelque chose qui insiste, s'il y a quelque chose que vous vous dites vous-même autour de ce que vous avez entendu de ce rêve, pourquoi pas le partager, tout simplement, avec beaucoup de précautions, partager aussi le sentiment que vous avez autour de ce rêve. Voilà, donc la congruence peut être aussi très importante. Voilà, donc je vais bientôt m'arrêter là. Ça veut dire quand même qu'on peut accompagner les rêves chez d'autres personnes, bien sûr, mais tout comme les attitudes fondamentales, je dirais la même chose. On ne sait vraiment ce que peut renfermer les rêves, la richesse que ça peut être, que quand on l'a vécu pour nous-mêmes. Donc, il serait quand même bien, si on veut accompagner les rêves des autres, de s'occuper d'abord de ses propres rêves. Et pour s'en occuper, il n'y a pas 50 000 façons, en tout cas au début, c'est d'abord, bien sûr, de l'écrire, de s'en occuper vraiment, de voir éventuellement les associations que ça génère, mais surtout, je crois que c'est grâce à la relation que vous allez comprendre un peu mieux vos rêves. L'auto-analyse, ça reste toujours quand même un petit peu limité. On peut en avoir une idée, voilà, mais voilà. Moi encore, après 25 ans, 30 ans de travail sur les rêves, j'aime bien de temps en temps le partager avec un collègue, une collègue. Voilà. Bon, parce que je le porte à l'extérieur et ainsi je l'entends différemment. Donc j'aimerais, pour terminer, vous citer
Jung, hein, qui dit en chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve, il nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Donc ce serait pas mal d'écouter cet autre être. Les amis, je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas, encore une fois, à me poser des questions, à dire vos centres d'intérêt. Et c'est avec plaisir que je continuerai à travailler avec vous. Prochaine vidéo, je pense, autour de la supervision. Voilà, je vous dis à très bientôt.